Strauss, Bauer, Stirner, Feuerbach, ce furent autant de ramifications de la philosophie hegelienne dans la mesure où ces auteurs se maintinrent sur le terrain philosophique. Après sa vie de Jésus et sa dogmatique, Strauss n'a fait que des belles lettres d'esprit philosophique et d'histoire religieuse à la Renan. Bauer n'a réussi à faire quelque chose que dans le domaine de l'histoire de l'origine du christianisme. Mais c'est d'ailleurs une chose importante. Stirner resta une curiosité, même après que Bakounine l'eut amalgamé avec Proudhon et qu'il eut baptisé cet amalgame « anarchisme » entre guillemets. Feuerbach seul fut considérable en tant que philosophe. Mais la philosophie, la science des sciences qui, prétendait-on, plane au-dessus de toutes les sciences particulières, et en fait la synthèse, ne resta pas seulement pour lui une barrière infranchissable, un tabernacle inviolable, mais il resta lui aussi, en tant que philosophe, à mi-chemin, par en bas matérialiste, par en haut idéaliste. Il ne sut pas venir à bout de Hegel par la critique, mais le rejeta tout simplement comme inutilisable, alors que lui-même, par rapport à la richesse encyclopédique du système de Hegel, ne réalisa rien de positif qu'une religion de l'amour boursouflée et une morale pauvre, impuissante. Mais de la dissolution de l'école hegelienne sortit encore une autre tendance, la seule qui ait vraiment donné des fruits, et cette tendance est essentiellement attachée au nom de Marx. Note de bas de page. Qu'on me permette ici une explication personnelle. On a récemment, à différentes reprises, fait allusion à la part que j'ai prise à l'élaboration de cette théorie. Et c'est pourquoi je puis difficilement me dispenser de dire ici quelques mots pour en finir sur ce point. Je ne puis nier avoir pris une certaine part indépendante, avant et pendant ma collaboration de 40 années avec Marx, aussi bien à l'élaboration qu'en particulier au développement de la théorie. Mais la plus grande partie des idées directrices fondamentales, particulièrement dans le domaine économique et historique, et spécialement leur nette formulation définitive, sont la chose de Marx. Ce que j'y ai apporté, à l'exception tout au plus de quelques branches spéciales, Marx aurait bien pu le faire sans moi. Mais ce que Marx a fait, je n'aurais pas pu le faire. Marx nous dépassait tous. Il voyait plus loin, plus large et plus rapidement que nous tous. Marx était un génie, nous autres tout au plus, des talents. Sans lui, la théorie serait bien loin d'être ce qu'elle est. C'est donc à juste titre qu'elle porte son nom. Fin de la note de bas de page. Donc, mais de la dissolution de l'école hegelienne sortit encore une autre tendance, la seule qui ait vraiment donné des fruits. Et cette tendance est essentiellement attachée au nom de Marx. La rupture avec la philosophie de Hegel se produisit ici également par le retour au point de vue matérialiste. Cela signifie qu'on se décida à concevoir le monde réel, nature et histoire, tel qu'il se présente lui-même à quiconque va à lui sans aucune billevesée idéaliste. On se décida à sacrifier impitoyablement toute lubie idéaliste, impossible à concilier avec les faits considérés dans leur propre rapport et non dans des rapports fantastiques. Et le matérialisme ne signifie vraiment rien de plus. Seulement, c'était la première fois qu'on prenait vraiment au sérieux la conception matérialiste du monde.
qu'on l'appliquait d'une façon conséquente à tous les domaines du savoir en question, tout au moins dans les grandes lignes. On ne se contenta pas de mettre tout simplement Hegel de côté. On s'attacha au contraire à son aspect révolutionnaire, développé plus haut, à la méthode dialectique. Mais cette méthode était inutilisable sous sa forme hegelienne. Chez Hegel, la dialectique est l'idée se développant elle-même. L'idée absolue non seulement existe de toute éternité, on ne sait pas où, mais elle est également la véritable âme vivante de tout le monde existant. Elle se développe pour venir à elle-même à travers toutes les phases préliminaires qui sont longuement traitées dans la logique et qui sont toutes incluses en elle. Puis elle se dessaisit, entre guillemets, en se transformant en la nature ou, sans avoir conscience d'elle-même, déguisée en nécessité naturelle, elle passe par un nouveau développement et finalement revient à la conscience d'elle-même dans l'homme. Cette conscience d'elle-même s'élabore à son tour dans l'histoire, en partant de l'élément brut, jusqu'à ce qu'enfin l'idée absolue revienne complètement à elle-même dans la philosophie de Hegel. Chez Hegel, le développement dialectique qui se manifeste dans la nature et dans l'histoire, c'est-à-dire l'enchaînement causal du progrès s'imposant de l'inférieur au supérieur à travers tous les mouvements en zigzag et tous les reculs momentanés, n'est donc que le reflet de l'automouvement personnel de l'idée, se poursuivant de toute éternité, on ne sait tout, mais en tout cas indépendamment de tout cerveau pensant humain. C'était cette interversion idéologique qu'il s'agissait d'écarter. Nous considérâmes à nouveau les idées de notre cerveau du point de vue matérialiste, comme étant les reflets des objets, au lieu de considérer les objets réels comme les reflets de tel ou tel degré de l'idée absolue. La dialectique fut réduite à la science des lois générales du mouvement tant du monde extérieur que de la pensée humaine, à deux séries de lois identiques au fond, mais différentes dans leur expression, en ce sens que le cerveau humain peut les appliquer consciemment, tandis que, dans la nature, et jusqu'à présent en majeure partie également dans l'histoire humaine, elles ne se feraient leur chemin que d'une façon inconsciente, sous la forme de la nécessité extérieure, au sein d'une série infinie de hasards apparents. Mais par là, la dialectique de l'idée même ne devint que le simple reflet conscient du mouvement dialectique du monde réel. Et ce faisant, la dialectique de Hegel fut mise la tête en haut, ou, plus exactement, de la tête sur laquelle elle se tenait, on la remit de nouveau sur ses pieds. Et cette dialectique matérialiste, qui était depuis des années notre meilleur instrument de travail et notre arme la plus acérée, fut, chose remarquable, découverte non seulement par nous, mais en outre, indépendamment de nous et même de Hegel, par un ouvrier allemand, Joseph Dietzgen. Note de bas de page. Voir l'essence du travail intellectuel humain décrite par un travailleur manuel. Nouvelle critique de la raison pure et pratique. Hambourg, Meissner, 1869. Fin de la note de bas de page. Mais par là, on avait repris le côté révolutionnaire de la philosophie de Hegel,
et on l'avait débarrassé du même coup de ces chamarrures idéalistes qui, chez Hegel, en avaient empêché l'application conséquente. La grande idée fondamentale selon laquelle le monde ne doit pas être considéré comme un complexe de choses achevées, mais comme un complexe de processus où les choses, en apparence stables, tout autant que leurs reflets intellectuels dans notre cerveau, les idées, passent par un changement ininterrompu de devenir et de dépérissement, où, finalement, malgré tous les hasards apparents et tous les retours momentanés en arrière, un développement progressif finit par se faire jour, cette grande idée fondamentale a, notamment depuis Hegel, pénétré si profondément dans la conscience courante qu'elle ne trouve, sous cette forme générale, presque plus de contradiction. Mais la reconnaître en phrase et l'appliquer dans la réalité, en détail, à chaque domaine soumis à l'investigation, sont des choses différentes. Or, si l'on s'inspire constamment de ce point de vue dans la recherche, on cesse une fois pour toutes de demander des solutions définitives et des vérités éternelles. On a toujours conscience du caractère nécessairement borné de toute connaissance acquise, de sa dépendance à l'égard des conditions dans lesquelles elle a été acquise. Pas plus qu'on ne s'en laisse imposer par les antinomies irréductibles pour la vieille métaphysique, toujours en usage, du vrai et du faux, du bien et du mal, de l'identique et du différent, du fatal et du fortuit, on sait que ces antinomies n'ont qu'une valeur relative, que ce qui est maintenant reconnu comme vrai a son côté faux caché qui apparaîtra plus tard, de même que ce qui est actuellement reconnu comme faux a son côté vrai grâce auquel il a pu précédemment être considéré comme vrai, que ce que l'on affirme nécessaire est composé de purs hasards et que le soi-disant hasard est la forme sous laquelle se cache la nécessité. Et ainsi de suite. L'ancienne méthode de recherche et de pensée, que Hegel appelle la méthode métaphysique entre guillemets, qui s'occupait de préférence de l'étude des choses considérées en tant qu'objets fixes donnés et dont les survivances continuent à hanter les esprits, avait en son temps sa grande justification historique. Il fallait d'abord étudier les choses avant de pouvoir étudier les processus. Il fallait d'abord savoir ce qu'était telle ou telle chose avant de pouvoir observer les modifications opérées en elle. Et il en fut ainsi dans les sciences naturelles. L'ancienne métaphysique, qui considérait les choses comme faites une fois pour toutes, était le produit de la science de la nature qui étudiait les choses mortes et vivantes en tant que choses faites une fois pour toutes. Mais lorsque cette étude fut avancée au point que le progrès décisif fut possible, à savoir le passage à l'étude systématique des modifications subies par ces choses au sein de la nature même, à ce moment sonna aussi dans le domaine philosophique le glas de la vieille métaphysique. Et en effet, si, jusqu'à la fin du siècle dernier, la science de la nature fut surtout une science d'accumulation, une science de choses faites une fois pour toutes, elle est essentiellement dans notre siècle une science de classement, une science des phénomènes, de l'origine et du développement de ces choses, et de la filiation qui relie ces phénomènes de la nature en un grand tout.
la physiologie qui étudie les phénomènes de l'organisme végétal et animal, l'embryologie qui étudie le développement de chaque organisme depuis l'embryon jusqu'à la maturité, la géologie qui étudie la formation progressive de la surface terrestre, sont toutes filles de notre siècle. Mais ce sont surtout 3 grandes découvertes qui ont fait progresser à pas de géant notre connaissance de l'enchaînement des processus naturels. Premièrement, la découverte de la cellule en tant que l'unité d'où se développe par la multiplication et la différenciation tout l'organisme végétal et animal, de telle sorte que non seulement l'on a reconnu que le développement et la croissance de tous les organismes supérieurs se poursuivent selon une seule loi générale, mais encore que dans la capacité de transformation de la cellule, la voie est indiquée par laquelle les organismes peuvent modifier leur espèce, et par là traverser un développement plus qu'individuel. Deuxièmement, la découverte de la transformation de l'énergie qui nous a montré toutes les forces, c'est ainsi qu'on les nomme, agissantes, tout d'abord dans la nature inorganique, la force mécanique et son complément, l'énergie appelée potentielle, la chaleur, le rayonnement, lumière ou chaleur rayonnante entre parenthèses, l'électricité, le magnétisme, l'énergie chimique, comme étant autant de phénomènes différents du mouvement universel, passant dans certains rapports de quantité de l'une à l'autre, de telle sorte que, pour une certaine quantité de l'une qui disparaît, réapparaît une certaine quantité d'une autre, et qu'ainsi tout le mouvement de la nature se réduit à ce processus ininterrompu de transformation d'une forme dans une autre. Enfin, la démonstration d'ensemble faite pour la première fois par Darwin, selon laquelle tous les produits de la nature qui nous environnent actuellement, y compris les hommes, sont le produit d'un long processus de développement, d'un petit nombre de germes unicellulaires à l'origine, et que ces derniers sont, à leur tour, issus d'un protoplasme ou d'un corps albuminoïdal constitué par voie chimique. Grâce à ces 3 grandes découvertes et au progrès formidable des sciences naturelles, nous sommes aujourd'hui en mesure de pouvoir montrer dans les grandes lignes l'enchaînement entre les phénomènes de la nature, non seulement dans les différents domaines, mais encore celui entre les différents domaines, et de pouvoir présenter ainsi un tableau synoptique de l'ensemble de la nature sous une forme à peu près systématique, au moyen de faits fournis par les sciences naturelles expérimentales elles-mêmes. C'était autrefois la tâche de ce que l'on appelait la philosophie de la nature, de fournir ce tableau d'ensemble. Elle ne pouvait le faire qu'en remplaçant les rapports réels encore inconnus par des rapports imaginaires, fantastiques, en complétant les faits manquants par des idées et en comblant les lacunes existant dans la réalité au moyen de la simple imagination. En procédant ainsi, elle a eu maintes idées géniales, pressenti maintes découvertes ultérieures, mais elle a également mis en jeu pas mal de bêtises, comme il ne pouvait en être autrement.
aujourd'hui, où l'on n'a besoin que d'interpréter les résultats de la nature dialectiquement, c'est-à-dire dans le sens de l'enchaînement qui lui est propre pour arriver à un système de la nature, entre guillemets, satisfaisant pour notre époque, où le caractère dialectique de cet enchaînement s'impose, même contre leur gré, au cerveau des naturalistes formés à l'école métaphysique, aujourd'hui, la philosophie de la nature est définitivement mise à l'écart. Toute tentative en vue de la ressusciter ne serait pas seulement superflue, ce serait une régression. Mais ce qui est vrai de la nature, considérée de ce fait, elle aussi, comme un processus de développement historique, l'est aussi de l'histoire de la société, dans toutes ses branches, et de l'ensemble des sciences qui traitent des choses humaines, et divines entre parenthèses. Ici également, la philosophie de l'histoire, du droit, de la religion, etc., consistait à substituer à la filiation réelle qu'il fallait prouver entre les phénomènes, celle qu'inventait le cerveau du philosophe, à considérer l'histoire dans son ensemble, comme dans ses différentes parties, comme la réalisation progressive d'idées et, naturellement, toujours, des seules idées préférées du philosophe même. De la sorte, l'histoire travaillait selon une certaine orientation, inconsciemment, mais fatalement vers un certain but idéal fixé d'avance, qui était par exemple chez Hegel la réalisation de son idée absolue et la tendance inéluctable vers cette idée absolue constituait l'enchaînement interne des événements historiques. À la place de l'enchaînement réel, encore inconnu, on plaçait ainsi une nouvelle providence mystérieuse, inconsciente, ou prenant peu à peu conscience d'elle-même. Il s'agissait par conséquent ici, tout comme dans le domaine de la nature, d'écarter ces rapports construits artificiellement, en trouvant les rapports réels, tâche qui revenait, en fin de compte, à découvrir les lois générales du développement qui, dans l'histoire de la société humaine, s'imposent comme les lois dominantes. Mais l'histoire du développement de la société se révèle cependant en un point essentiellement différente de celle de la nature. Dans la nature, dans la mesure où nous ne tenons pas compte de la réaction exercée sur elle par les hommes, ce sont simplement des facteurs inconscients et aveugles qui agissent les uns sur les autres. Et c'est dans leur alternance que se manifeste la loi générale. De tout ce qui se produit, des innombrables hasards apparents, visibles à la surface, comme des résultats finaux qui maintiennent l'ordre à travers tous ces hasards, rien ne se produit en tant que but conscient, voulu. Par contre, dans l'histoire de la société, les facteurs agissants sont exclusivement des hommes doués de conscience, agissant avec réflexion ou avec passion et poursuivant des buts déterminés. Rien ne se produit sans dessein conscient, sans fin voulue. Mais cette différence, quelle que soit son importance pour l'investigation historique, en particulier d'époques et d'événements déterminés, ne peut rien changer au fait que le cours de l'histoire est sous l'empire de lois générales internes. Car, ici aussi, malgré les buts
consciemment poursuivi par tous les individus pris isolément, c'est le hasard qui, d'une façon générale, règne en apparence à la surface. Ce n'est que rarement que se réalise le dessein voulu. Dans la majorité des cas, les nombreux buts poursuivis s'entrecroisent et se contredisent, ou bien ils sont eux-mêmes a priori irréalisables, ou bien encore les moyens pour les réaliser sont insuffisants. C'est ainsi que les conflits des innombrables volontés et actions individuelles créent dans le domaine historique un état tout à fait analogue à celui qui règne dans la nature inconsciente. Les buts des actions sont voulus, mais les résultats qui suivent réellement ces actions ne le sont pas. Ou, s'ils semblent au début correspondre cependant au but poursuivi, ils ont finalement des conséquences tout autres que celles qui ont été voulues. Ainsi, les événements historiques apparaissent, d'une façon générale, dominés par le hasard également. Mais, partout où le hasard semble se jouer à la surface, il est toujours sous l'empire de lois internes cachées, et il ne s'agit que de les découvrir. Les hommes font leur histoire, quelque tournure qu'elles prennent, en poursuivant chacun leur fin propre, consciemment voulue, et ce sont précisément les résultats de ces nombreuses volontés agissant dans des sens différents et de leurs répercussions variées sur le monde extérieur qui constituent l'histoire. Il s'agit aussi, par conséquent, de ce que veulent les nombreux individus pris isolément. La volonté est déterminée par la passion ou la réflexion. Mais les leviers qui déterminent directement à leur tour la passion ou la réflexion sont de nature très diverses. Ce peuvent être soit des objets extérieurs, soit des motifs d'ordre idéal, ambition, ouvrez les guillemets, enthousiasme pour la vérité et la justice, fermez les guillemets, haine personnelle, ou encore toutes sortes de lubies purement personnelles. Mais, d'une part, nous avons vu que les nombreuses volontés individuelles qui agissent dans l'histoire entraînent, pour la plupart, des résultats tout à fait différents et souvent directement opposés à ceux que l'on se proposait, et que leurs motifs n'ont par conséquent qu'une importance secondaire pour le résultat final. D'autre part, on peut encore se demander quelles sont à leur tour les forces motrices cachées derrière ces motifs, et quelles sont les causes historiques qui se transforment en ces motifs dans les cerveaux des hommes qui agissent. D'autre part, on peut encore se demander quelles sont à leur tour les forces motrices cachées derrière ces motifs et quelles sont les causes historiques qui se transforment en ces motifs dans les cerveaux des hommes qui agissent. Cette question, l'ancien matérialisme ne se l'est jamais posée. C'est pourquoi sa conception de l'histoire, dans la mesure où il en a une, est essentiellement pragmatique, apprécie tout d'après les motifs de l'action, partage les hommes exerçant une action historique en nobles et non nobles, et constate ensuite ordinairement que ce sont les nobles qui sont les dupes et les non nobles les vainqueurs, d'où il résulte pour l'ancien matérialisme
que l'étude de l'histoire ne nous apprend pas grand-chose d'édifiant, et pour nous que, dans le domaine historique, l'ancien matérialisme est infidèle à lui-même parce qu'il prend les formes motrices idéales qui y sont actives pour les causes dernières, au lieu d'examiner ce qu'il y a derrière elles et quelles sont les forces motrices de ces forces motrices. L'inconséquence ne consiste pas à reconnaître des forces motrices idéales, mais à ne pas remonter plus haut jusqu'à leur cause déterminante. La philosophie de l'histoire, par contre, telle qu'elle est représentée notamment par Hegel, reconnaît que les motifs apparents et ceux aussi qui déterminent véritablement les actions des hommes dans l'histoire ne sont pas du tout les causes dernières des événements historiques, et que, derrière ces motifs, il y a d'autres puissances déterminantes qu'il s'agit précisément de rechercher. Mais elle ne les cherche pas dans l'histoire elle-même. Elle les importe au contraire de l'extérieur, de l'idéologie philosophique, dans l'histoire. Au lieu d'expliquer l'histoire de l'ancienne Grèce par son propre enchaînement interne, Hegel, par exemple, affirme simplement qu'elle n'est rien d'autre que l'élaboration de, ouvrez les guillemets, formation de la belle individualité, fermez les guillemets, la réalisation de l'œuvre d'art, entre guillemets, comme telle. Il dit, à cette occasion, beaucoup de belles choses profondes sur les anciens Grecs, mais cela n'empêche que nous ne pouvons plus nous contenter aujourd'hui d'une telle explication, qui n'est qu'une phrase et rien de plus. S'il s'agit, par conséquent, de rechercher les forces motrices qui, consciemment ou inconsciemment, et il faut le dire très souvent inconsciemment, se trouvent derrière les mobiles des actions des hommes dans l'histoire, et qui constituent en fait les dernières forces motrices de l'histoire, il ne peut pas tant s'agir des motifs des individus, si proéminents soient-ils, que de ceux qui mettent en mouvement de grandes masses des peuples entiers, et dans chaque peuple, à leur tour, des classes tout entières. Motifs qui les poussent non à des soulèvements passagers, à la manière d'un feu de paille qui s'éteint rapidement, mais à une action durable, aboutissant à une grande transformation historique. Approfondir les forces motrices qui se reflètent ici dans l'esprit des masses en action et de leurs chefs, ce que l'on appelle les grands hommes, en tant que motif conscient, d'une façon claire ou confuse, directement ou sous une forme idéologique et même divinisée, telle est la seule voie qui puisse nous mener sur la trace des lois qui dominent l'histoire en général et aux différentes époques dans les différents pays. Tout ce qui met les hommes en mouvement doit nécessairement passer par leur cerveau, mais la forme que cela prend dans ce cerveau dépend beaucoup des circonstances. Les ouvriers ne se sont pas le moins du monde réconciliés avec l'exploitation mécanique capitaliste depuis qu'ils ne détruisent plus purement et simplement les machines, comme ils le firent encore en 1848 sur le Rhin. Mais, alors que dans toutes les périodes antérieures, la recherche de ces causes motrices de l'histoire était presque impossible, à cause de la complexité et de la dissimulation de leurs rapports avec les répercussions qu'ils exercent,
Notre époque a tellement simplifié ses rapports que l'énigme a pu être résolue. Depuis le triomphe de la grande industrie, depuis les traités de paix de 1815, ce n'est plus un secret pour personne en Angleterre que toute la lutte politique y tournait autour des prétentions à la domination de deux classes, l'aristocratie foncière, landed aristocracy entre parenthèses, et la bourgeoisie, middle class entre parenthèses. En France, c'est avec le retour des Bourbons qu'ont pris conscience du même fait. Les historiens de l'époque de la Restauration, de Thierry à Guizot, Mignet et Thiers, l'indiquent partout comme étant la clé qui permet de comprendre toute l'histoire de la France depuis le Moyen Âge. Et, depuis 1830, la classe ouvrière et prolétariat a été reconnue comme troisième combattant pour le pouvoir dans ces deux pays. La situation s'était tellement simplifiée qu'il fallait fermer les yeux à dessein pour ne pas voir dans la lutte de ces trois grandes classes et dans le conflit de leurs intérêts la force motrice de l'histoire moderne, tout au moins dans les deux pays les plus avancés. Mais comment ces classes s'étaient-elles formées ? Si l'on pouvait encore attribuer au premier abord à la grande propriété jadis féodale une origine provenant, du moins au début, de motifs politiques, de prise de possession violente, cela n'était plus possible pour la bourgeoisie et le prolétariat. Ici, l'origine et le développement de deux grandes classes apparaissaient de façon claire et tangible comme provenant de causes d'ordre purement économique. Et il était tout aussi manifeste que, dans la lutte entre la propriété foncière et la bourgeoisie, autant que dans la lutte entre la bourgeoisie et le prolétariat, il s'agissait en premier lieu d'intérêts économiques pour la satisfaction desquels le pouvoir politique ne devait servir que de simples moyens. Bourgeoisie et prolétariat s'étaient formés l'un et l'autre à la suite d'une transformation des conditions économiques, plus exactement du mode de production. C'est le passage d'abord du métier corporatif à la manufacture et de la manufacture à la grande industrie avec son mode d'exploitation mécanique à la vapeur qui avait développé ces deux classes. À un certain degré de ce développement, les nouvelles forces productives mises en mouvement par la bourgeoisie, en premier lieu la division du travail et le groupement d'un grand nombre d'ouvriers spécialisés en une seule manufacture, ainsi que les conditions et besoins d'échange créés par elle, devinrent incompatibles avec le régime de production existant, transmis par l'histoire et consacré par la loi, c'est-à-dire avec les privilèges corporatifs et les innombrables privilèges personnels et locaux, ouvrez la parenthèse, qui constituaient autant d'obstacles pour les ordres non privilégiés, fermez la parenthèse, de l'organisation sociale féodale. Les forces productives représentées par la bourgeoisie se rebellèrent contre le régime de production représenté par les propriétaires fonciers féodaux et les maîtres de corporation. On connaît le résultat.
les liens féodaux furent brisés. En Angleterre, progressivement, en France, d'un seul coup, en Allemagne, on n'en est pas encore venu à bout. Mais, de même qu'à une certaine phase de développement, la manufacture entra en conflit avec le mode de production féodal, de même maintenant, la grande industrie est entrée en conflit avec le régime de production bourgeois qui l'a remplacé. Liée par ce régime, par les cadres étroits du mode de production capitaliste, elle crée, d'une part, une prolétarisation toujours croissante de la grande masse du peuple tout entier, et, d'autre part, une quantité de plus en plus considérable de produits impossibles à écouler. Surproduction et misère de masse, chacune étant la cause de l'autre, telle est la contradiction absurde à laquelle elle aboutit et qui exige fatalement un déchaînement des forces productives